Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être présents aujourd'hui pour la quatrième des rencontres de Mine Paris Alumni. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Arnaud Kolb, qui est de la promo 99 des Mines et qui a poursuivi son parcours par la suite pour devenir tour à tour financier et aussi travailler aujourd'hui à la SNCF. Et l'objet de cette rencontre aujourd'hui, c'est de lui laisser la parole pour exposer son parcours, montrer que finalement tous les chemins mènent à la SNCF et tous les chemins mènent aussi à la finance durable. Et nous allons pouvoir démarrer par un petit sondage initial afin de voir où vous en êtes sur vos connaissances de la SNCF. Alors, à noter que la SNCF, forcément, c'est un très gros employeur français, mais c'est aussi une façon de combattre les idées reçues que de dire que c'est le premier consommateur d'électricité, le deuxième propriétaire foncier devant l'État et que aussi c'est une entreprise qui a de fortes capacités d'endettement. Et ça va être l'objet de notre échange aujourd'hui parce que l'endettement permet la transition à condition qu'il soit bien dirigé. Merci encore à Arnaud et je vous souhaite une bonne écoute et une bonne participation pour les 20 minutes qui vont suivre sa présentation. Merci Émilie, bonjour à tous. Effectivement, comme Émilie l'a souligné, la SNCF est un gros employeur en France et à l'international. Il y a plus de 200 000 cheminots ou employés de la SNCF. Je vais vous donner un peu de détails sur le groupe. Il y a pas mal de mineurs dans l'entreprise, notamment des P99 comme moi, mais pas que. Et donc vous en avez déjà peut-être vu passer sur certaines actualités MPA. Et nous avons aussi le plaisir et l'honneur d'avoir notre président, Jean-Pierre Farandou, qui est un ancien mineur et qui est intervenu dans la revue des mines récemment et qui m'a fait un beau teasing pour la réunion d'aujourd'hui, puisqu'il a parlé de finances durables dedans. Donc je vous invite à lire son interview. Comme l'a indiqué Émilie, on va commencer par un tout petit sondage. Alors, je suis ingénieur des mines comme vous, mais je suis maintenant très dans la finance depuis quand même pas mal de temps. Donc, m'excuse d'avance auprès des purs ingénieurs de tout le langage financier que je vais utiliser, mais aussi du franglais que je vais manipuler à foison, puisque dans la finance, on parle quand même beaucoup franglais. Mais pour commencer, on va parler donc de sujets de SNCF versus d'autres grandes entreprises françaises que vous connaissez. Et donc, pour la première question, donc, merci Théophile a fait un petit sondage. À votre avis, quelle société française a réalisé près de 44 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2023? Je vois que les gens ont déjà commencé à répondre au sondage. Peut-être des gens qui travaillent chez Orange, qui peuvent aider à la réponse. Je laisse encore un peu de temps. Ah, il y a déjà des gens qui répondent au sondage suivant. Donc, juste sur le premier sondage sur le chiffre d'affaires en 2023, c'est Orange qui a fait 44 milliards d'euros de chiffre d'affaires. À la SNCF, on est juste derrière, on a fait 42 milliards. Mais c'est pour dire qu'on est deux sociétés de taille comparable. Alors après, j'ai tout un slide sur les idées reçues. Orange a une marge d'EBITDA, donc pour les financiers qui connaissent pas, c'est en gros le bénéfice qu'ils font avant frais financiers et impôts, qui est bien meilleur que la nôtre, même si on se plaint moins souvent des tarifs d'Orange que ceux de la SNCF. Deuxième question, quelle société, à votre avis, française toujours, réalise 40% de son chiffre d'affaires hors de France, toujours en 2023? Est-ce que c'est SNCF ou EDF? Peut-être un peu accéléré vu la durée de la conférence. Je vois que c'est à peu près équilibré dans le sondage. Et en fait, vous avez tous raison, puisque à la fois SNCF et EDF font à peu près 40% de leur chiffre d'affaires hors France en 2023. On est vraiment assez voisins là-dessus. Pour moi, très sincèrement, je suis à la SNCF depuis 18 mois. C'était une grosse surprise. Je pensais que la SNCF, c'était très franco-français. Et je vous expliquerai dans les slides suivants comment ça se fait qu'on ait autant de chiffre d'affaires à l'international quand on est SNCF. Troisième question. Alors là, on rentre dans le détail du financement qui va être l'objet de cette conférence aujourd'hui. À votre avis, qui détient plus de 56 milliards de dettes brutes obligataires? Donc la dette obligataire, c'est la dette qu'on lève sur les marchés financiers sous format donc obligataire. Brut parce que si je vous donnais les chiffres de dette nette, ce serait très différent. À votre avis, est-ce que c'est plutôt Total ou est-ce que c'est plutôt la SNCF qui a alors je ne suis pas sûr que ce soit le record en France, mais ça doit être une des plus gros montants de dette obligataire émis. Je vois que vous connaissez déjà bien la situation de la SNCF, puisque les deux tiers d'entre vous répondent la SNCF. C'est effectivement la SNCF qui a 56 milliards de dettes brutes. En dette nette, on est Total en a un peu moins de 30.
En dette nette, on est très similaire et je vous expliquerai un peu pourquoi après. C'est parce que l'État français, dans le cadre de la réforme de 2020, a repris une grosse partie de la dette de la SNCF via un mécanisme qui n'impacte pas la dette brute, mais qui impacte la dette nette, donc la dette moins le cash. Dernière question. Quelle société d'après vous, entre SNCF ou Veolia, réalise 1% de cette dette obligataire en format green en 2024, là, pour le coup? Ça continue de répondre. Vous répondez aux deux tiers la SNCF et vous avez raison. C'est un pilier fort de la stratégie de financement de la SNCF, c'est d'émettre cette dette obligataire. Alors, c'était officiellement à partir de 2025, mais on l'a déjà fait en 2024, sous format green. Et je vous expliquerai dans la deuxième partie de cette conférence qu'est-ce que ça veut dire émettre des émissions obligataires en format green. Voilà, donc petite introduction pour situer la SNCF par rapport à certaines autres grandes entreprises ferroviaires. Je vais maintenant, pas ferroviaire, d'autres grandes entreprises françaises. Je vais maintenant rentrer un peu plus en détail dans la présentation du groupe parce que euh, la SNCF, tout le monde a l'impression de la connaître parce qu'on l'utilise tous beaucoup. Et en fait, ça a beaucoup changé, ça a été beaucoup transformé. Et l'organigramme que je vous présente aujourd'hui, il n'est valable que depuis 2020. C'est-à-dire qu'en 2018-2019, il y a eu une grande réforme qui a été lancée avec le gouvernement de l'époque pour restructurer la SNCF. Donc il y a la reprise de la dette que j'ai déjà évoquée, et puis il y a l'organisation du groupe via des sociétés à capitaux privés, donc SA, même si c'est détenu par l'État, alors qu'avant c'était des établissements publics, des EPIC. Je ne m'étends pas trop longtemps sur toutes les implications que ça représente. Il y en a deux qu'il faut retenir. Il y en a une, ça veut dire que l'État n'est pas un garant systématique de la dette de la SNCF. Quand c'est un EPIC, c'est le cas, mais quand c'est plus un EPIC, ce n'est plus le cas. Néanmoins, on bénéficie d'un soutien de l'État très fort et sans eux, on n'émettrait pas dans les conditions qu'on peut émettre aujourd'hui. Et le deuxième sujet, ça a coïncidé avec une transformation profonde de la société, puisque si vous avez suivi un peu l'histoire à l'époque, c'est la fin de ce qu'on appelle le statut de cheminot. Tous les employés du groupe SNCF depuis 2020 sont embauchés de manière contractuelle, c'est-à-dire comme n'importe quelle autre société SA. C'est une transformation en profondeur du groupe SNCF qui aura beaucoup d'impact, qui est en marche, si vous l'avez suivi la presse ces derniers jours, ces dernières semaines, on parle quand même pas mal de ça. En fait, la SNCF doit se préparer à l'ouverture à la concurrence sur à peu près tous ses métiers. Quels sont les métiers de la SNCF? Il y a un métier qui sera jamais ouvert à la concurrence parce que c'est un monopole public, c'est ce qu'on appelle le réseau, l'ancien RFF, Réseau ferré de France, qui s'appelle maintenant SNCF Réseau, qui gère toute l'infrastructure. Donc le ferroviaire, c'est à la fois très compliqué et très simple, mais si je prends la version très simple, il faut des rails, il faut des caténaires pour faire passer le courant et alimenter les trains. Tout ça, c'est Réseau qui gère. Euh, une filiale de Réseau et les deux combinés font partie de ce qu'on appelle le gestionnaire d'infrastructure, c'est SNCF Gare et Connexion, qui opère les gares comme son nom l'indique. Et donc ces deux entités représentent le monopole public de gestion d'infrastructures ferroviaires français. C'est 100% français. Alors, ils ont quelques filiales internationales, mais vous pouvez oublier. Leur rôle, c'est vraiment d'organiser le réseau et de faire passer, d'optimiser le réseau. Quand vous avez vu, par exemple, cet été, au moment des JO, les attentats qu'on a subis le jour de la cérémonie d'ouverture, et que les gens qui ont réparé le réseau en 48 heures, c'est des gens qui travaillent chez Réseau. Donc c'est vraiment le cœur du système ferroviaire, et c'est des gens qui seront jamais ouverts à la concurrence, parce qu'un peu comme pour l'électricité, on considère qu'il y a pas, on va pas construire plusieurs réseaux, on en construit qu'un, et donc il y a la vocation à avoir un seul opérateur sur le réseau, et c'est SNCF Réseau. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous voyez circuler un train, on a quelques trains italiens qui circulent sur le réseau, bah, ils payent le réseau comme les trains SNCF qui sont chez SNCF Voyageurs. Donc SNCF Voyageurs, la deuxième filiale, c'est la filiale qui opère les TGV, que vous connaissez bien, mais aussi les TER pour le compte des régions. Je reviendrai un peu plus en détail après sur ce que ça veut dire, et qui détient aussi une participation majoritaire dans Eurostar. Pour ceux qui ne le sauraient pas, Eurostar est une filiale qui réunit la SNCF, la SNCB, c'est-à-dire nos homologues belges, et deux fonds, un fonds canadien et un fonds anglais. C'est le premier opérateur privé hors compagnie nationale sur le réseau européen. Ce qu'on connaît peut-être un peu moins quand on est utilisateur de la SNCF, c'est que la SNCF, c'est aussi deux autres entités très stratégiques, Geodis, qui est le cinquième logisticien mondial, c'est une énorme structure, et Keolis, que vous voyez sur le slide, qui est le leader mondial de la mobilité du quotidien.
Vous en avez peut-être déjà entendu parler parce que Keolis a gagné quelques parts de marché sur la RATP pour opérer des bus en région parisienne. C'était l'opérateur du métro de Lyon et des bus de Lyon. C'est un opérateur qu'on voit souvent en France sur les réseaux de transport urbain. Keolis et Geodis, c'est là d'où vient l'essentiel du chiffre d'affaires international avec Eurostar, parce que ce sont deux sociétés de taille mondiale et qui opèrent sur des segments de marché mondiaux. Et enfin, pour finir, Rail Logistique Europe, qui a fait un peu d'actualité à la fin de l'année dernière, parce que on a eu une menace de grève suite à la restructuration du fret ferroviaire, qui n'a finalement pas eu lieu. Le fret ferroviaire, c'est un outil hyper important pour verdir le transport logistique. Euh, c'est une filiale très importante, un peu moins grosse que les autres, qui est très européenne pour le coup. C'est-à-dire qu'on a non seulement le fret ferroviaire en France, mais des filiales en Allemagne, en Italie, en Espagne. Et c'est une société donc qui est en restructuration suite à l'enquête de la Commission européenne. J'y reviendrai peut-être un peu plus tard. Donc c'est ce panorama du groupe, c'est pour ceux qui ne connaîtraient pas la SNCF, c'est pour vous détailler un peu plus nos activités. On est 100% détenu par l'État, hein, par l'APE. Et donc, en fait, en général, on interagit avec trois ministères, enfin trois entités de l'État, c'est pas trois ministères, pardon. On a des interactions avec le budget, bien sûr, avec Bercy, avec le ministère des Transports et avec l'APE. Sur la partie financement, on a en plus une relation privilégiée avec l'AFT, l'Agence française du Trésor, puisque comme on bénéficie du soutien de la signature de l'État, il faut qu'on se coordonne pour pas être en compétition sur les émissions obligataires. J'en parlerai un peu plus tard au moment des émissions obligataires. Quelques autres, alors je vais vous abreuver de chiffres aujourd'hui, mais vous inquiétez pas, si vous en voulez plus, j'en ai encore. On a à peu près donc 283 000 collaborateurs en France et dans le monde, donc à peu près 200 000 en France. On fait travailler aussi via les fournisseurs qu'on utilise à peu près autant de personnes en France, donc à peu près 200 000. Donc on considère que le système ferroviaire plus les filiales SNCF en France font travailler en tout à peu près 500 000 personnes. On transporte 15 millions de voyageurs chaque jour, en France et dans le monde. En France, c'est à peu près 5 millions. C'est pour dire qu'on a quand même pas mal de monde aussi transporté à l'international grâce à Keolis notamment. On est un des plus gros investisseurs dans le monde ferroviaire. On fait 11 milliards d'investissements par an. Et je reviendrai un peu après, tout à l'heure, dans les idées reçues sur ce qu'elle veut dire, parce que c'est pas forcément la SNCF qui décaisse les 11 milliards, mais pour des raisons d'organisation du marché ferroviaire, ça peut être les régions ou l'État. Je ne vais pas m'éterniser sur ce slide-là, c'est pour juste vous présenter la présence à l'international, pour dire on peut être assez gros à l'international. Vous voyez, par exemple, je ne sais pas si vous saviez que la SNCF est présente en Australie avec un chiffre d'affaires d'1,2 milliard. C'est essentiellement Keolis, mais et alors ça sera moins puisqu'ils ont perdu un marché l'année dernière, mais c'est pour dire qu'on a vraiment une empreinte mondiale avec des problématiques de grands groupes internationaux. Et ça, c'est important parce que vous verrez plus tard quand je vous parlerai des émissions obligataires. On veut tout lever in fine en euros, mais des fois on peut lever en devises étrangères aussi. Un peu plus de chiffres encore sur les résultats 2023. Alors on est en pleine préparation des résultats 2024 et j'ai pas le droit de vous donner d'informations spécifiques là-dessus, mais les résultats 2023 étaient plutôt bons. En 2024, on a eu les JO qui étaient un événement très important et les grands équilibres du groupe n'ont pas été notoirement modifiés en 2024. C'est-à-dire que comme vous le voyez, on a la partie voyageurs qui pèse pour presque 20 milliards. Alors, c'est une lecture qui est un peu biaisée, parce que dans le chiffre d'affaires, en gros, c'est la vente de billets pour la partie TGV et Intercité, enfin surtout TGV, et pour la partie TER et Transilien, c'est la rémunération que nous versent les régions pour opérer les trains. C'est-à-dire que quand vous payez votre billet de TER, par exemple sur SNCF Connect, en fait, in fine, en général, le revenu du trafic va à la région, et la région rémunère l'opérateur ferroviaire qui opère le train. Ça, c'est important à comprendre parce que dans l'ouverture à la concurrence, ce qui va se passer, c'est que peut-être que demain, ce sera plus SNCF qui opérera votre TER, mais une compagnie concurrente, Transdev, RATP Dev, ou des étrangers comme la Renfe ou autre. Ça n'aura pas forcément d'impact sur le prix du billet parce que c'est quelque chose qui est fixé par la région. Derrière, la région, elle complète parce qu'en fait, le prix du billet TER suffit pas pour compenser le coût du TER. Et donc, c'est la région qui fixe le curseur entre le prix du billet et ce qu'elle amène en subvention d'exploitation à l'opérateur ferroviaire.
Sur le TGV, la concurrence est complètement différente. C'est un marché beaucoup plus, on va dire, normatif d'un point de vue concurrence. Si demain vous voulez faire un Paris-Lyon et que vous voulez utiliser un Trenitalia, vous allez payer votre billet à Trenitalia et c'est Trenitalia qui paiera ses péages à SNCF Réseau pour le droit d'utilisation du réseau. Mais de la même manière qu'aujourd'hui, si vous prenez TGV Inouï ou Ouigo, une partie du prix de votre billet va au réseau pour l'entretien et la maintenance du réseau. L'autre partie étant la marge commerciale que se fait TGV ou Inouï. Là, il y a une concurrence frontale qui, pour l'instant, démarre doucement avec les Italiens. Mais si on regarde ce qui s'est passé, par exemple, en Espagne, puisque la concurrence est aussi une opportunité pour la SNCF, on a pris 20% de part de marché en Espagne avec l'offre Ouigo España, ce qui ne fait pas beaucoup plaisir à nos amis espagnols. Mais la réalité, c'est l'une des concrétisations fortes de l'ouverture à la concurrence en Europe. En Italie, pour ceux qui connaissent, il y a deux sociétés, une publique, une privée d'opérateurs de TGV. Les deux ont vocation à venir proposer des offres de train en France. Réseau, j'en ai déjà parlé, c'est la partie monopolistique. Keolis et Geodis, vous voyez, ce sont des animaux avec de taille quand même substantielle, hein, puisque Keolis, c'est à peu près 7 milliards de chiffre d'affaires, Geodis 12 milliards. Donc, c'est des sociétés de taille très importante avec des dynamiques propres, puisque Geodis, c'est de la logistique. Il y a eu un boom sur la logistique post-Covid. C'est un peu plus compliqué en ce moment. Mais au sein de cet univers de la logistique, Geodis s'en tire très très bien. Et sur le fret, j'y reviendrai un peu après. Un petit slide sur les idées reçues, parce que la SNCF, je pense que vous le savez, c'est la société qu'on préfère détester en France, hein. Il y a pas mal d'enquêtes qui sont menées par les équipes médias de la SNCF qui montrent que on est très très loin devant en termes de hashtag ou de retour utilisateur. Je pense que le deuxième, ça doit être Total Energy et ils sont très très loin derrière nous en termes d'occurrence. C'est pas toujours en bien, c'est une entreprise qu'on adore détester. Mais il y a quand même quelques fausses idées qui sont transmises je vais passer juste 5 minutes pour essayer de leur tordre un peu le cou. Euh, j'ai parlé beaucoup de dettes au début parce que c'est mon équipe qui gère les financements de la SNCF. Et donc, il y a une impression que la SNCF est surendettée. Ce qui est sûr, c'est que le ferroviaire, ça coûte cher et qu'il faut investir beaucoup pour maintenir le réseau. Si jamais vous avez eu l'occasion d'aller en Allemagne récemment, ils ont beaucoup de problèmes. Pour ceux qui ont la chance de participer au dernier Euro qui avait eu lieu en Allemagne, il y a eu beaucoup de trains en retard. Et pourquoi? Parce que ça fait une dizaine d'années qu'ils sous-investissent dans leur réseau, même un peu plus longtemps que ça. Et donc, si on n'investit pas dans le réseau, c'est mécanique, on a plein de pannes. En France, on avait fait historiquement le choix des LGV, donc on a bien développé l'offre LGV. Mais si vous êtes des amateurs plus fréquents des lignes secondaires, on a un peu le même problème des fois sur certaines lignes secondaires, avec des pannes récurrentes sur certains tronçons qui sont liées au manque d'investissement. Donc, pendant très longtemps, c'est la SNCF et notamment Réseau Ferré de France qui s'est endetté. Et dans le cadre de la réforme de 2020 dont j'ai parlé, il a été convenu avec le gouvernement de l'époque que l'État prenait sa part, puisque en fait, si on regarde comment ça marche dans d'autres pays, très régulièrement, il y a un curseur qui doit se déplacer entre est-ce que c'est le voyageur qui doit payer ou le contribuable. Pour plein de raisons, et notamment toutes les externalités positives, je vais y revenir, du transport ferroviaire, surtout en France où on a une électricité décarbonée. Souvent, la conclusion, c'est que l'État a intérêt à prendre à sa charge une grosse partie de ses investissements de maintien du réseau. C'est le cas notamment en Suisse, en partie en Allemagne, en Italie, en Espagne. Le curseur est là-bas est plus positionné sur les investissements de l'État que sur le prix des billets. Nous, on a un modèle un peu différent. On a un modèle où le voyageur paye un peu plus, proportionnellement parlant. Et donc ça, je vais revenir après sur le TGV coûte cher. Mais si je reviens sur l'endettement, ça veut dire qu'on avait accumulé une dette historiquement assez élevée. Si vous êtes financier, vous le savez, on ne mesure pas la dette en montant absolu, qui a bien sûr un sens, mais si je vous dis on a 35 ou 60 milliards de dettes, c'est peut-être difficile d'appréhender ce que ça veut dire. On ramène ça à un KPI financier qui s'appelle l'EBITDA. Donc en gros, ce que je disais, c'est les bénéfices avant impôts et avant taxes et amortissements. Ce ratio-là, il était à un moment donné proche des 10. Donc la réforme a visé à ramener ce ratio sur un niveau nous, on veut inférieur à 5,5, qui était à 3,8 en 2023. Une société, on va dire, alors ce ratio, il dépend beaucoup de l'activité que vous performez. Si jamais vous êtes une société de service, il faut qu'il soit plutôt faible en général. Quand vous êtes une société industrielle, vous pouvez en mettre un peu plus parce que ça veut dire que vous avez des actifs en face aussi.
Nous, à 3,8, on considère qu'on est encore un peu élevé, on va essayer de le faire baisser, de continuer à le faire baisser. Euh, L'État a fait un geste significatif, hein, ça a été rappelé plusieurs fois, et en contrepartie, l'entreprise a pris pas mal d'engagements. 35 milliards de dettes en deux coups, plus un soutien pendant le Covid. C'est pour remettre une trajectoire financière pérenne avec la SNCF, et ça nous permet notamment d'économiser 1 milliard de frais financiers par an. Donc, c'est pas neutre. Ce milliard d'économies, on en fait quoi? On le réinvestit dans le réseau. Ça permet notamment, il y a une autre dynamique qui s'appelle le fonds de concours, c'est-à-dire en gros les dividendes que paye la SNCF à l'État sont réinvestis également dans le réseau. Donc, tout est mis à contribution pour s'assurer que le réseau est correctement financé. Dans le contexte actuel des finances publiques, c'est quand même quelque chose d'important. La deuxième idée reçue, c'est que le TGV coûte cher. Alors, maintenant que je suis salarié SNCF, je suis mal placé pour vous dire qu'il coûte cher, puisque nous, on a des prix sur les billets, mais la réalité, c'est que, contrairement aux idées reçues, un billet de TGV sur deux est à moins de 45 euros. Quand on fait des médianes et des moyennes, on n'est pas beaucoup plus élevé. On est un peu plus élevé, mais pas beaucoup plus élevé. Le prix au kilomètre carré, au kilomètre de ligne, c'est sous les chiffres que vous avez à l'écran, il est inférieur en France par rapport à celui de l'Allemagne sur la partie LGV, hein, donc sur la partie grande vitesse. Pourquoi peut-être vous avez le sentiment que les prix sont chers? Ben ça, c'est parce qu'on a une stratégie de yield management qui est similaire à celle de l'aérien et on a ce qu'on appelle des cartes et des abonnements. Si j'ai un conseil à vous donner, si vous voulez faire baisser le prix de votre billet de train, c'est prenez-vous-y à l'avance et abonnez-vous aux différents tarifs qui vous sont accessibles. Si vous êtes jeune, la carte avantage jeune. Si vous avez des familles, les cartes famille. Parce qu'avec ces cartes, on arrive à moyenner très fortement à la baisse le prix moyen du billet du TGV. De ce point de vue-là, on ne va pas se le cacher, c'est sûr que l'arrivée de la concurrence peut faire du bien. Mais il ne faut pas oublier, et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a à peu près 40% du prix du billet du TGV qui sert à payer le réseau. Donc, il y aura de toute façon, il ne faut pas s'attendre à ce que la concurrence, comme dans l'aérien a pu le faire des fois, divise les prix par 3 ou par 4, parce que, il y a presque la moitié du prix du billet qui est payé pour le réseau. Et ça, il y a des règles pour faciliter l'entrée de la concurrence qui font qu'au début, les concurrents pourront proposer des prix plus bas, mais quand ils auront quelques années d'existence en France, ils pourront plus, et donc ils seront au même niveau de péage que nous. Et donc, ça veut dire que le prix du billet, il va baisser un peu, mais il va pas non plus être divisé par 3 ou 4. Le coût de la SNCF, comme quoi il serait plus cher que dans d'autres pays. Donc là, on met souvent la comparaison avec l'Allemagne. C'est pas juste parce que c'est nos voisins et que on aime bien de comparer à Deutsche Bahn. C'est parce que les réseaux sont un peu de taille similaire en termes de kilomètres, de lignes. Ce que vous voyez, c'est qu'on dépense moins en exploitation qu'en Allemagne et on investit un peu moins. Ça, c'est pas forcément une bonne chose, malgré tous les aléas que j'ai décrits sur le réseau allemand actuellement. Donc, en fait, objectivement, la comparaison, elle n'est pas défavorable à la France. Après, il faut quand même qu'on investisse dans le réseau pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème comme on peut en rencontrer en Allemagne. Et alors, le dernier élément, qui est un rapport FIPECO qui est sorti il y a quelques semaines, quelques mois, et de manière périodique, qui montant pour arriver pour de la SNCF pour le contribuable. Quoi, ça, on coûterait au contribuable 20,3 milliards d'euros. Euh, je j'ai plus trop le temps, mais je pourrais vous le détailler si vous voulez pendant la séance Q&A. C'est vraiment une somme de montants qui n'ont rien à voir. Il y a des dépenses de fonctionnement, d'investissement, il y a des subventions qui seront dues à l'opérateur ferroviaire, quel qu'il soit, que ce soit la SNCF ou un autre. Donc ça, c'est une fausse présentation du montant. Il y a des investissements publics dans le ferroviaire, c'est vrai, et ils existeront toujours, parce qu'on le voit dans tous les pays, que ce soit occidentaux développés, sur le ferroviaire, il y a besoin d'investissements publics. Ça a un effet miroir qui est important, qui est que c'est les externalités positives dont je parlais tout à l'heure sur le mode de transport et la décarbonation des transports. Ce qui me permet de faire la transition avec la partie suivante. Donc, aujourd'hui, j'occupe depuis donc 18 mois le poste de directeur financement et trésorerie de la SNCF. Je ne vais pas passer beaucoup de temps sur l'organigramme, mais c'est pour vous dire qu'on est une équipe de 40 personnes, ce qui est quand même assez substantiel pour ce qu'on appelle la DFT d'un grand groupe. Et c'est parce qu'on gère des montants importants de dettes. Vous avez compris que notre unité, c'est plutôt le milliard que le million. On a à peu près 5 milliards de trésorerie en continu à placer et on lève en moyenne maintenant à peu près 2 milliards par an.
Comment on organise les financements au sein d'un grand groupe comme la SNCF? Donc, ce que je vais vous décrire là est spécifique à la SNCF, mais s'appuie sur des principes d'organisation qui sont assez classiques. Dans tous les grands groupes dont j'ai parlé au début, en général, vous avez ce qu'on appelle des véhicules de financement, c'est-à-dire des entités qui sont désignées pour accéder au marché financier. Chez nous, c'est la SNCF SA, donc la holding de tête, qui centralise les financements long terme obligataires. On a une exception avec Keolis, parce qu'il y a un minoritaire dans Keolis, donc ils ont leur propre autonomie en mode de financement. Mais sinon, il faut voir la SNCF SA un peu comme la banque du groupe. On s'occupe de lever les financements long terme et on s'occupe de les prêter à nos filiales. On a une notation, pour faire simple, A+, donc un cran en dessous de l'État français. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, si on doit s'endetter à 10 ans, l'État français, lui, s'endette à peu près à 3,2%. Nous, on s'endette aux alentours de 3,5%, on va dire. C'est très volatile les taux en ce moment grâce à Monsieur Trump, mais il faut avoir en tête que on est passé d'une période où c'était des taux quasiment à zéro, voire même négatifs sur certaines périodes, à une hausse des taux liée à l'inflation qui a quand même brutalement remonté ces dernières années. Et on avait un peu oublié que les financements, c'est quand même critique et que quand on a 24 milliards ou 25 milliards de dettes nettes comme nous, une variation d'1% sur la dette, c'est significatif. Donc, notre mission à la DFT, c'est d'optimiser ces financements, de les faire les moins chers possibles et de cette manière-là, financer nos filiales de la manière la plus efficace. L'autre moyen de financement qu'on a de nos filiales, c'est qu'on génère du cash au travers de nos activités. Ce cash, il est centralisé par un mécanisme qu'on appelle le cash pooling, c'est-à-dire qu'en gros, tous les comptes des sociétés sont poolés, c'est-à-dire rassemblés sur un compte centralisateur. Quand je dis qu'on a 5 milliards de cash, c'est pas, les 5 milliards n'appartiennent pas à la SNCF SA, c'est le cash de toutes les sociétés qui sont en cash pool. Et ça veut dire qu'une filiale qui fait un peu de profit va avoir son profit dans ce cash pool. Mais si elle a un besoin d'investissement, son premier réflexe, ça va être de tirer sur le cash pooling. Donc, par rapport à ces mécanismes-là, et quand on gère à peu près 1500 sociétés comme nous, on est obligé d'avoir des outils de prévision de trésorerie, de suivi des limites, de s'assurer que tout se passe correctement. Et ça vous donne une intuition de pourquoi il faut qu'on soit 40 pour suivre ce genre de flux au sein d'un grand groupe comme la SNCF. Je vous détaille pas le procédure obligataire parce que je me rends compte que le temps file et que je voudrais plutôt passer un peu plus de temps sur les green bonds. Donc les green bonds, c'est un mode de financement obligataire. Donc aujourd'hui, je vous aurais fait la présentation il y a 20 ans. Alors la SNCF était déjà en financement obligataire, mais la plupart des entreprises il y a 20 ans se finançaient en bancaire. C'est-à-dire qu'on allait voir les banques et on demandait des prêts pour financer l'activité. Il y a eu une transformation profonde du marché. On a basculé vers beaucoup plus d'obligataires. C'est-à-dire qu'en gros, on va lever des fonds directement auprès des fonds de pension, des fonds d'assurance, donc les AXA, les Amundi, les Generali, souscrivent à nos émissions obligataires. C'est-à-dire qu'on va dans le marché, on dit on voudrait lever 500 millions, combien vous en voulez? Alors, on va voir, on dit 500 millions, à quel taux, à quelle durée et on fait ce qu'on appelle, on ouvre un livre d'ordre et les investisseurs potentiels intéressés souscrivent ou pas à l'opération. On accumule les ordres et à la fin, on dit, ben voilà, on va vous donner, vous avez demandé 100 millions, mais comme il y a beaucoup de monde qui en ont demandé, on va vous en donner que 50. Et on arrive à notre taille de 500 millions dans mon exemple. Donc, les grandes sociétés françaises se financent toutes comme ça maintenant, avec l'accès au marché obligataire. Et depuis, on va dire, 2000, je crois que le premier c'est 2013 avec la BEI, ou 2014, on a assisté à ce qu'on appelle un verdissement des financements obligataires. C'est-à-dire qu'au sein du grand marché obligataire qui fait plusieurs trilliards, il y a une niche qui s'est créée, puis qui maintenant est plus une niche qui, comme vous le voyez sur le slide, a grossi, où en fait on a décidé d'allouer de flécher les fonds levés vers des projets de finances durables. Donc, je vais vous détailler un peu plus ce que ça veut dire pour la SNCF. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, là, sur les marchés financiers, vous voyez, on a à peu près, en 2024, on a eu 800 milliards, 840 milliards d'euros levés, dont les proceeds, donc les fonds levés, sont fléchés vers de la finance durable. Alors, il y a toutes les accusations de greenwashing, et j'y reviendrai, mais c'est quand même un driver fort du verdissement de l'activité des sociétés quand on s'engage à faire ce genre d'émission obligataire verte, il y a tout un mécanisme que je vais vous décrire qui garantit à l'investisseur que les fonds qui nous a affectés sont bien employés sur des activités green. Alors, un peu de jargon technique. Corporate, c'est les sociétés normales. Financial, c'est tout ce qui est banque assurance. SSA, c'est ce qu'on appelle les souverains et les agences. Nous, comme on est très proche de l'État français, on est considéré comme un SSA.
D'autres SSA connus, bah, c'est la RATP, c'est la région IDFM, c'est la SGP, Société des Grands Projets, anciennement Société du Grand Paris. Toutes ces entités, la CADES, enfin il y en a plein. Ce qu'on voit, c'est que c'est un segment du marché qui est très moteur. On s'est emparé de ce sujet-là collectivement très tôt pour faire la promotion de la finance durable. Donc la SNCF a joué son rôle là-dedans. Je vais vous montrer tout de suite pourquoi. On a été un des premiers à faire une émission de Green Bond en 2016. Aujourd'hui, en 2024, on ne fait plus que des formats Green Bond. C'est-à-dire que toutes nos opérations obligataires sont liées à la finance durable. C'est assez contraignant, je vais vous expliquer pourquoi après, mais ça veut dire qu'on ne se finance plus que comme ça. On n'a plus de financement conventionnel qui pourrait être affecté à des projets de charbon ou autres. On ne fait que des choses qui sont liées à la finance durable. On est assez innovant sur ce marché-là également, puisque en 2021, et je vais vous expliquer ce que ça veut dire, on a fait le premier programme CP Green. En gros, le financement obligataire, c'est le financement long. Le financement CP ou Commercial Paper ou billet de trésorerie en français, c'est le format court. On est les premiers à avoir mis en place un programme de format court destiné à la finance durable. En 2023, on a fait une opération dont on est assez fier. Enfin, je dis ça, mais j'étais même pas encore arrivé, donc je reprends tout le crédit, mais c'est l'équipe qui l'a fait avant que j'arrive. On a fait le premier Green Charity Bond. Alors, désolé encore pour le franglais. Mais en gros, on a émis une obligation avec quatre investisseurs français et une banque française, dans laquelle, à chaque fois qu'on paye des intérêts, il y a une partie des intérêts qui sont reversés. Alors, une partie que nous, on donne volontairement et une partie que les investisseurs, dont les investisseurs renoncent au bénéfice d'une association qui lutte contre le cancer des enfants. Donc, c'était la première fois qu'il y avait une opération comme ça. Je vais parler beaucoup de green aujourd'hui, mais il faut savoir que la SNCF est une entreprise très sociale. C'est pas l'objet de la présentation aujourd'hui, mais on pourra en faire une deuxième rien que sur la partie sociale de la SNCF. Pour faire de la finance green, il faut avoir des activités et des actifs green. Donc si vous vous souvenez de l'organigramme du début, on a deux pôles d'activité ferroviaire majeurs. Un, c'est le réseau, et l'autre, c'est SNCF Voyageurs. SNCF Voyage, c'est TGV, et SNCF TER Transilien, c'est les opérateurs en région, Transilien étant celui de la région parisienne. Ce que vous voyez là, les chiffres, c'est combien on a d'actifs éligibles à financer chaque année. Et par actif éligible, c'est des dépenses d'investissement. C'est-à-dire on doit financer à peu près 1,8 milliard, on va dire, sur SNCF Réseau, d'investissements dans le réseau ferroviaire qui sont considérés comme éligibles à la finance durable. On en a un peu moins aujourd'hui, on a à peu près 500 millions sur la SNCF Voyageurs, ce qui fait qu'on a à peu près 2 milliards à 2 milliards et demi d'actifs éligibles. Et donc après, on n'a pas forcément besoin de lever 2 milliards à 2 milliards et demi de financement par an. L'an dernier, on a levé qu'1,6 milliard. Cette année, on va lever 2 milliards 100. C'est pour vous dire qu'on a investi dans des actifs qualifiés de green au moins 2 milliards et demi par an. Et encore, ça, c'est parce qu'on se restreint. Il y a une méthodologie derrière, hein, c'est pas juste on décide nous-mêmes de dire que c'est green. Il y a une méthodologie assez stricte à suivre. Et donc, on se restreint. C'est-à-dire que par rapport aux 11 milliards d'investissements dont je parlais tout à l'heure, alors déjà, tous les investissements qui sont subventionnés ne sont pas éligibles puisqu'on considère que ça relève de l'entité qui fait la subvention. Donc quand c'est la région qui paye ou quand c'est l'État qui paye, on sort l'actif de l'enveloppe d'actifs éligibles. Là, ce sont vraiment que les actifs qu'on finance nous-mêmes. On est quand même profitable, donc on arrive quand même à s'autofinancer en partie. Et donc ce qui reste, c'est ce qu'on met à disposition du programme de Green Bond. Et donc quand on dit le réseau va par exemple investir dans des projets de rénovation de lignes électriques, on va cocher la case du financement éligible pour les Green Bonds. Donc là, on fait ce qu'on fait chaque année. Donc quand on émet des émissions obligataires, donc on en a émis déjà 430 millions depuis le début de l'année. Ce qu'on dit à nos investisseurs, c'est on vous garantit que l'argent que vous avez mis à notre disposition tombera dans ce qu'on appelle le framework. Donc c'est le cadre de travail dans lequel on opère, qui permet de garantir l'éligibilité des actifs et donc de s'assurer que les fonds qu'on lève sont bien mis à disposition d'actifs éligibles à la finance durable. Donc, je ne vais pas vous détailler tout notre framework, mais c'est ce qui marche pour toutes les sociétés qui font des financements verts aujourd'hui. Ce qu'on calcule, c'est on dit, voilà, par exemple sur le réseau, on dit si on n'avait pas fait l'investissement, et ben en fait, il y aurait moins de trains qui circuleraient. S'il y avait moins de trains qui circuleraient, on estime que le besoin de transport il diminue pas beaucoup. Donc ça veut dire que les gens ils auraient pris la route ou l'avion.
Donc s'ils prennent la route ou l'avion, ils consomment beaucoup plus de carbone que s'ils ils prennent le train. Donc c'est ce qu'on appelle le report modal. Et on déduit bien sûr du report modal évité tout ce que ça coûte en crédit carbone de construire. Parce que jusqu'à présent, alors, même si maintenant on s'est mis aux rails durables, mais les rails historiquement, c'était assez carbone intensif. Et donc on discompte bien, on enlève bien du montant éligible enfin, la tonne de carbone utilisée. Pour donner des ordres de grandeur, on est à peu près à 5 millions de tonnes de carbone évitées par milliard d'euros de projets chez Réseau. Si vous êtes dans la finance durable, ça vous parlera. Si vous n'y êtes pas, c'est un peu plus compliqué. On a des parallèles. On considère que tous les projets qu'on a financés par Green Bond aujourd'hui, si je ne vous dis pas de bêtises, c'est l'équivalent de consommation de carbone par plusieurs dizaines de milliers de personnes, 40 000 personnes. Donc, c'est assez important, c'est pas suffisant pour atteindre les objectifs de Paris, mais ça s'inscrit dans ce qu'on appelle notre trajectoire de décarbonation, puisque comme toutes les grandes entreprises, on a des objectifs RSE, notamment de faire baisser la consommation de carbone de 30% en scope 1 et scope 2 sur la partie transport. Donc, c'est vraiment clé et moteur dans notre programme de financement vert qui est résumé ici, on a une base d'actifs éligibles. Quand on fait du green commercial paper, c'est-à-dire des billets de trésorerie, c'est du préfinancement, donc c'est du court terme. Donc on ne calcule pas vraiment d'émissions évitées parce que c'est un financement temporaire, on va dire. Et après, quand on émet un green bond obligataire, là par contre, c'est des projets long terme sur lesquels on calcule ce fameux report modal, on calcule combien ça coûte en crédit carbone à produire, et du coup on en déduit le calcul des émissions évitées. On fait ce qu'on appelle chaque année un rapport d'allocation, c'est-à-dire qu'on dit par rapport à tous ces projets qui ont été considérés, combien on a évité de consommation de tonnes de CO2. Il y a deux entités qui vérifient nos calculs et qui mettent un tampon sur tout notre projet. Il y a ce qu'on appelle le SPO, Second Party d'Opinion. Chez nous, c'est ISS. Donc, qui prend tous les chiffres qu'on leur donne, qui vérifie que nos calculs d'allocation sont corrects, que les projets qu'on a retenus sont bien des projets éligibles, que le report modal qu'on a calculé, il est correct, et il certifie ou pas. Alors, normalement, il vaut mieux qu'il certifie parce que sinon on a un gros problème, mais il certifie qu'on est bien aligné avec tous les principes de la finance durable qu'on a soutenus. On a une deuxième revue critique qui est faite par un auditeur, là c'est KPMG, qui vérifie là parce que là je vous ai parlé des actifs éligibles, mais il faut bien vérifier la traçabilité des fonds. Donc KPMG s'assure que oui, on a bien levé les fonds au niveau de la holding SNCF SA, mais que ces fonds, ils ont bien été descendus sur les entités qui font les travaux. Parce que sinon, il y aurait un mismatch entre la levée des fonds et ce qui est utilisé par les filiales. Donc tout ça, c'est pas mal de boulot. C'est censé garantir qu'il n'y a pas de greenwashing. Il y a des ONG qui peuvent challenger des fois les frameworks, c'est-à-dire ils disent votre report modal, alors, juste les cheminots auront compris, mais UIC 1 à 6 électrifié, ça vous parlera pas. En fait, en gros, c'est l'intensité de trafic sur les lignes. On considère que si on fait des travaux de rénovation sur des lignes peu fréquentées, en fait, il y a même des lignes qui sont pas électrifiées. Si les lignes ne sont pas électrifiées, ce qu'on fait comme travaux, ça va pas vraiment dans le sens du report modal décarboné, puisque ça veut dire que les locomotives qui passent sur ces tronçons-là, elles sont soit au charbon, soit au diesel. En charbon, non, ça n'existe plus trop, mais soit au diesel, soit alors il y a maintenant des trains à hydrogène, mais en tout cas, ça rentre pas dans le modèle d'actifs éligibles, et donc on peut pas considérer que ça participe à la finance durable au sens qui est défini par notre framework. Donc c'est très important parce que vous entendrez souvent parler de greenwashing et donc de tentation de verdir les financements. Et il y a eu à un moment donné, au début de l'apparition de ce marché, des gens qui se sont positionnés en disant, nous on fait de la finance durable, on vous promet que nos fonds ils sont alloués à des projets qui viennent améliorer la consommation de carbone de l'entreprise, mais c'était pas très documenté, c'était pas très sérieux des fois, et donc ça a contribué à l'illusion du fait que les green bonds étaient du greenwashing. C'est beaucoup moins vrai aujourd'hui parce que ce que nous on fait, tous les émetteurs de green bonds, ils doivent avoir un framework, ils doivent expliquer dans le détail comment ils font pour allouer les fonds à des projets de finance durable, et on est très challengé par nos investisseurs, c'est-à-dire que tout ça c'est public. Les investisseurs regardent et quand on est en roadshow et qu'on présente ce framework aux investisseurs, on a en général beaucoup de questions assez pointues des fois sur ben, pourquoi vous avez pris UIC1 à 6 et pas UIC1 à 5, pourquoi vous comptez, je sais pas moi, la signalisation, alors qu'en fait, c'est pas forcément évident que la signalisation contribue
au report modal. Donc, c'est des choses qui sont quand même très travaillées, très étudiées. Néanmoins, si je reviens sur l'actualité récente du marché des green bonds, et je finirai par ça, il y a eu une initiative à l'origine de l'Union européenne, comme si vous travaillez en finance dans des grands groupes ou en RSE, vous en avez beaucoup entendu parler avec la CSRD, la taxonomie. Euh, il y a une volonté de l'Europe d'unifier les standards de la finance durable. Donc la taxonomie, ça va dans le bon sens, c'est un espèce d'énorme catalogue pour dire si ce que vous faites est vert ou pas. Donc vous déterminez si vous êtes éligible, et puis après vous déterminez si vous êtes aligné ou pas aligné. Alors je ne rentrerai pas dans les détails parce que ça serait trop long, mais il faut savoir par exemple, nous on est à 80% éligible au niveau du CA et on n'est que 50% aligné en investissement. Parce que c'est des règles un peu plus contraignantes. La CSRD, dont vous avez peut-être entendu parler, c'est plus de 1000 points de contrôle pour savoir si on suit des indicateurs ou on a des politiques en matière de développement durable. Les premiers rapports de CSRD vont sortir cette année, le nôtre en fin février ou début mars. C'est beaucoup de boulot. Je pense que les auditeurs sont assez contents parce qu'on leur fait des missions en plus. C'est assez bureaucratique, hein, c'est le commentaire qu'on entend le plus. C'est un peu pénible à faire, mais par contre, il y a une tendance de fond à normaliser le marché du green pour être sûr qu'il n'y ait pas de greenwashing. Donc ça, on peut que louer cette initiative-là. Et donc l'Union européenne a défini un nouveau format qui s'appelle les EUGBS, donc pour European Union Green Bond Standard. Euh, on appelle aussi Principle. C'est-à-dire que tout ce que je vous ai décrit, notre méthodologie, ça relève d'une institution qui s'appelle le CBI, qui n'est pas public, qui est une espèce d'organisme qui certifie les green bonds, et c'est un format privé. L'Union européenne a dit, mais il y a plein de manquements dans ce format, notamment le rapport d'allocation dont j'ai parlé, il n'est pas normé, c'est-à-dire que les investisseurs, à chaque fois, ils doivent éplucher le rapport d'allocation, il est différent par émetteur. C'est pas toujours évident à l'émission de savoir ce qu'on va financer. Donc pour les investisseurs, c'est pas très transparent. Donc ils ont essayé de définir un nouveau standard qui permette de pallier aux inconvénients. Et ils veulent en faire la nouvelle règle d'or du format green. Ils ont mis un peu de temps à coucher. C'est un peu, ça a les avantages et les inconvénients de la production normative européenne, c'est-à-dire que c'est très détaillé, c'est pas toujours pratique, c'est pas toujours faisable en fait, parce qu'ils demandent des choses qui sont pas forcément disponibles au moment où ils nous demandent de les mettre, de les rendre publiques. Donc nous, on a un peu de mal à se conformer à ce nouveau standard, mais il y a déjà eu, je voulais le mentionner, parce qu'il y a eu deux émissions dans le marché très récentes, dont une française avec Île-de-France Mobilité à 1 milliard d'euros, qui a eu un énorme succès, sous ce nouveau format-là, qui semble être l'univers, le futur des green bonds, auquel nous, on devra peut-être se conformer un jour. On n'est pas encore complètement prêt aujourd'hui, notamment d'un point de vue reporting, mais qui permettra d'unifier l'alignement, la taxonomie et le format obligataire vert, ce qui donnera encore plus de visibilité et de transparence sur ce marché-là. Donc j'ai un tout petit peu débordé, je vais m'arrêter là, notamment pour prendre des questions s'il y en a. Merci, un grand merci Arnaud. Et oui, effectivement, il y a quelques questions qui sont arrivées. Et donc Grégoire a répondu à l'une d'entre elles, donc je vais remonter. La première, c'est les infrastructures ferroviaires en concession, donc celles de Vinci Railways, l'ICA, MECA, sont-elles mises en concession par SNCF Réseau? C'était la première question. Bah oui, la réponse est oui. Donc effectivement, Réseau peut concéder la gestion d'infrastructures à des groupements. Donc l'ISEA, c'est un PPP, un partenariat public-privé. Et donc quand le train emprunte ce segment-là, il paye pas Réseau, il paye l'ISEA. Tout à fait correct. Ok, très bien. Merci. J'espère que ça répond à la question. La suivante, elle est sur, donc tu nous as parlé des charity bands dans leur fonctionnement et aussi des green bands. Et est-ce qu'il y a cette logique de territorialité dans le financement par les green bands? La question plus précisément, c'est est-ce qu'on a une étude du retour sur investissement à l'échelle des territoires et nationale? Alors, je sais pas si c'est un cheminot qui pose la question, parce que là, en ce moment, il y a un grand axe de communication sur les territoires. Non, c'est pas territorialisé, c'est-à-dire qu'on flèche pas un green bond pour dire là on va développer le TER en région PACA, par exemple, ça marche pas comme ça. On le fait à l'échelle du groupe, c'est-à-dire qu'on lève les financements à l'échelle du groupe et on fragmente après le montant de financement en fonction des besoins de SNCF Réseau. Donc il se peut qu'on ne sait pas a priori, et c'est un peu la logique que j'ai essayé d'expliquer, c'est-à-dire que dans le monde actuel, on sait comment on émet moins que le montant d'actifs éligibles qu'on investit chaque année, on sait qu'on trouvera les projets
pour les affecter au Green Bond. Ce que demande le nouveau format EUGBS, c'est de l'identifier en amont. C'est-à-dire que dans le futur, on devra dire avant d'émettre à quel projet on destine les financements. Aujourd'hui, la logique, elle est un peu inverse, elle est de dire, bon, on sait qu'on aura les actifs, donc de toute façon, vous inquiétez pas, on vous garantit qu'il y aura une allocation, et on le fait dans l'autre sens. Donc, il Ok, n'y a pas de très préjudice. clair. Donc, parce que derrière ça, il y avait la logique de se dire que l'investissement du ferroviaire permettait d'irriguer les régions qui pouvaient être un peu reculées et que de fait, ça a engendré des retombées économiques. Donc, on est plus du ressort de l'effet indirect. C'est ça. Euh, Mais ça, alors, de manière générale, parce que maintenant, ça fait presque 20 ans que je fais des financements, les financements, ce n'est qu'un outil. C'est-à-dire que c'est pas le financement qui drive la politique, c'est le contraire. C'est-à-dire que la politique de l'entreprise ou des régions exprime un besoin et nous, on essaye de le satisfaire via des moyens. Donc, c'est pas le financement qui, pareil sur la politique de finances durables, on a une trajectoire de décarbonation et on veut contribuer au report modal. Donc, il faut faire ça et nous, on arrive avec le financement pour contribuer, mais on n'est pas moteur dans la décision politique de la trajectoire de décarbonation. ok, très clair, merci. Donc, sur le sujet de l'électrification, c'était une question de Grégoire, enfin plutôt une réponse de Grégoire à une autre question qui était de Philippe Cavafian, pardon, autant pour moi. La part du réseau électrique, la part du réseau non encore électrifié. C'est vrai que moi j'ai été étonnée de voir que finalement il y avait une part encore significative qui était non électrifiée, mais donc a priori 50% des lignes sont électrifiées, 70% des voies, et une précision de Grégoire qui nous dit que ça reste quand même plus efficace que la route en raison d'un phénomène physique qui est la magie du rail, à savoir le contact fer-fer qui frotte très peu et donc qui permet de moins émettre de CO2. Je ne sais pas si c'est Non, c'est vrai. un commentaire sur lequel tu souhaiterais rebondir et qui est plus Non, mais alors, physicaux. merci à Grégoire qui manifestement est un expert du sujet. C'est pas lui qui a fait une contribution aussi dans une revue récemment, qui est un ancien de la RT, c'est possible. Donc notre agence de régulation s'appelle la RT, et on a des mineurs qui sont passés par la RT aussi. Effectivement, le ferroviaire est plus efficace que la route de toute façon. Et alors, vous avez peut-être vu à un moment donné sur les locomotives SNCF, notamment des TGV, qu'on était 30 fois ou 50 fois plus vert que la voiture et 80 que l'aérien. Ça, c'est des données à manipuler avec précaution parce que ça repose sur pas mal d'hypothèses. L'hypothèse sous-jacente de fond, c'est quand même la production électrique française. Donc, le fait qu'on ait des centrales nucléaires et que ce soit décarboné, ça aide quand même beaucoup sur la comparabilité des modes de transport. Néanmoins, comme l'a fait remarquer Grégoire, ça reste moins carboné que la route, quelle que soit l'électrification des lignes ou la non-électrification. Et du coup, c'est aussi un argument à l'échelle européenne pour développer le ferroviaire par rapport aux autres modes de transport, parce que ça vous aura pas échappé qu'en Italie ou en Espagne, ils mettent aussi beaucoup l'accent sur le ferroviaire, alors même que leur production d'électricité a un mix énergétique plus carboné que le nôtre. Donc ça, c'est important parce que on assiste à l'échelle de l'Europe à une promotion du ferroviaire qui est quand même importante, surtout depuis la fin du Covid. Et c'est quelque chose de global qui n'est pas juste lié au fait qu'on a une énergie nucléaire en France. Très bien, merci. Et la question suivante, elle parle du fret afin de doubler la part modale. Est-ce que ça fait partie des projets éligibles au financement par obligation verte? Alors, comme je l'ai expliqué, pour faire de la finance durable obligataire, il faut toute une méthodologie, ce qu'on appelle un calculateur carbone. Mm. Aujourd'hui, on ne l'a pas encore déployé sur Fret parce que, comme vous le voyez à l'écran, c'est un peu plus petit en termes de taille, donc mécaniquement, les besoins sont un peu inférieurs. Par contre, c'est clair que le fret ferroviaire, il faudrait qu'il bénéficie de beaucoup plus de soutien, que ce soit des pouvoirs publics ou européens, pour se développer parce que alors là, il n'y a pas photo par rapport à la route, qui est son principal concurrent, sur le fait que c'est beaucoup moins carboné. Donc, il faudrait une politique plus ambitieuse, ça c'est un point de vue personnel, je pense que c'est partagé par l'entreprise, sur le fait que le fret ferroviaire soit poussé. S'ils avaient des besoins de financement, il ne serait pas difficile à servir parce qu'on pourrait assez rapidement mettre en place une méthodologie carbone sur le fret qui serait à peu près similaire à celle de SNCF Voyageurs, sauf que c'est de la marchandise et pas du passager. Il faut savoir aussi que le fret ferroviaire, c'est des trains qui sont plus lourds, donc qui abîment plus le réseau.
Donc, il y a un impact sur le réseau de faire plus de fret ferroviaire. En Europe, on a globalement choisi de favoriser le trafic passager. Vous savez qu'en Amérique du Nord, c'est plutôt le contraire. On a favorisé plutôt le fret ferroviaire. Néanmoins, ça mériterait d'être plus développé en Europe quand même. D'accord, très bien. Merci pour ces précisions. Effectivement, ça demande un vrai arbitrage par rapport à la politique voyageur. Euh, il y a encore trois questions qui sont arrivées. La première des trois questions, mais je crois qu'elle a déjà été répondue par Grégoire. Vraiment, merci Grégoire. Je pense que je vais vous laisser la parole. Je ne sais pas si on peut lui ouvrir, Théophile. Euh, donc, pour les TER, les régions ont-elles compétence aussi bien sur l'infrastructure que sur le transport? Donc, je te fais la réponse de Grégoire, Arnaud. Sur les lignes de desserte fine du territoire, à l'inverse du réseau structurant, SNCF Réseau ne peut pas participer à plus de 8% des investissements. Donc, les gros travaux sur ces lignes nécessitent d'autres financements, région et ou État via ces TER. Oui, Grégoire est manifestement un expert. Oui, oui, bien, j'avais même pas le chiffre de 8% en tête, mais oui, oui, en fait, depuis la réforme et le pacte ferroviaire de 2018, les régions ont récupéré beaucoup de compétences sur le ferroviaire qui dessert la région. Donc, pas les lignes LGV, mais vraiment les lignes TER. On voit des appels d'offres en ce moment où la région organise même un appel d'offres sur la partie gestionnaire d'infrastructure, donc avec des concessions données justement sur ces lignes dites secondaires pour que des entreprises privées opèrent la gestion d'infrastructures. Donc ça échapperait à SNCF Réseau. C'est pas forcément ce qu'on promeut, puisque SNCF Réseau a quand même vocation avec le monopole public de gestionnaire d'infrastructures, et c'est l'opérateur de la grande majorité du réseau. Mais c'est quelque chose qu'on voit apparaître de temps en temps dans certaines régions, je pense notamment à Grand Est. D'accord. Question un petit peu moins technique et qui rejoint ce que vous aviez, ce que tu avais commencé à dire sur la CSRD. La question, c'est quel est ton point de vue sur la taxonomie et son impact sur la finance durable? Est-ce que Alors, le, est-ce que c'est venu renforcer la crédibilité des financements? là, je vais prendre une position qui est toute personnelle, qui ne reflète pas les vues de la SNCF. Je trouve que la CSRD, c'est trop compliqué. Oui, C'est quelque chose qui demande trop d'efforts et je vois pas trop l'intérêt qu'on vont y trouver, que ce soit le grand public, les parties prenantes externes, les investisseurs, même l'État, puisque c'est notre actionnaire, enfin les actionnaires au sens large. Le rapport va faire un nombre, plusieurs centaines de pages avec des indicateurs dans tous les sens. Ça va être une bible très intéressante peut-être à exploiter pour quelques chercheurs ou ONG qui voudront aller chercher un des détails. Et je vois pas trop l'intérêt global pour le marché, et là c'est peut-être le financier qui parle, de produire autant de data qui, en plus, parce que comme vous le savez peut-être, sur la CSRD, on ne fait que produire des chiffres, on ne donne pas vraiment de trajectoire d'amélioration l'idée c'est de dire qu'en donnant plus de transparence, ça va forcer l'entreprise à, à s'engager sur des trajectoires d'amélioration de ses politiques ou de ses KPI. Euh, je pense qu'il aurait fallu rationaliser le nombre de KPI et essayer de donner des grands axes plus simples. Ça aurait été plus efficace. Là, il y en a trop, à mon avis, mais bon, ça, c'est que mon avis personnel. Sur la taxonomie, à l'inverse, je trouve que c'est une très bonne chose. Alors, c'est pas simple. On a la chance dans le monde du ferroviaire d'avoir été traité quasiment intégralement par la taxonomie, donc c'est plus facile pour nous de dire si on est éligible et ou aligné. Et ça, c'est clairement, à mon avis, un des piliers du futur de la finance durable pour nous, parce que c'est le même indicateur pour tout le monde, ça permet une bonne comparabilité. On a déjà des investisseurs qui nous challengent sur l'alignement à la taxonomie. C'est quelque chose qui rentre déjà dans les mœurs d'un point de vue marché. Et même pour nous, c'est facile. On est en train de créer un nouveau langage commun pour dire que ce qu'on fait est durable ou pas durable, en fait. Donc je trouve que la taxonomie, mais encore une fois, c'est un avis très personnel, est une belle réussite. J'aurais aimé que la CSRD soit un peu plus simplifiée. très bien, merci. Je crois que c'est un peu le sens de l'histoire, hein, sur la simplification. Bah, c'est à la mode en ce moment, mais je ne sais pas comment ils vont faire marche arrière si c'est possible. Je ne sais pas si on va faire marche arrière sur la CSRD, ce qui serait quand même bien, puisque nous, sans révéler de grands secrets, on est mené à 600 points de contrôle, je crois, ou un peu moins de 600 points de contrôle. Donc c'est beaucoup, quoi. C'est beaucoup de production pour un intérêt que je Et de perçois. consolidation. Ouais. Ok. Oui, parce que nous, on a la chance quand même d'être un grand groupe avec des super structures qui peuvent suivre. On a une division RSE qui est très pointue et en avance sur pas mal de sujets.
Mais quand ils vont vouloir l'étendre à des structures plus petites, c'est pas, ça a un coût assez conséquent, hein. Ouais, Donc, et en termes de remontée d'informations et tout, je sais pas trop comment les entreprises vont pouvoir se structurer. Donc, il faut vraiment que ça ait un intérêt derrière. très bien, merci. Alors, il nous reste 3 questions et 3 minutes, donc ça fait mathématiquement 1 minute par question. Quelle est la courbe d'évolution du prix de la tonne carbone pour les années futures qui est utilisée par la SNCF? Alors, Je- typiquement, c'est ça, je vais vous Et renvoyer sur. est-ce qu'il y a une courbe d'estimation peut-être? Oui, oui, Non. on a des. Alors, c'est un sujet récurrent chez nous. Et là, en ce moment, en plus, on est en pleine mise à jour de notre trajectoire SBTI. Donc, si la personne pose la question, je pense que elle sait de quoi je parle. On avait fait une trajectoire en 2019 de réduction dans un scénario à 2 degrés. Là, on met à jour avec un scénario à 1,5 degré, ce qui est la norme actuelle. Et dans ce contexte-là, on essaye de faire des hypothèses sur le prix de la tonne carbone. Pour plus de détails, je reverrai plutôt sur la division RSE, parce qu'ils sont ceux qui sont en pointe sur ce sujet-là. D'accord. Merci Arnaud. Une question de Sarah sur les achats liés au réseau, mais pas aux grosses œuvres. Euh, et donc, accessoires de type chambre de visite, c'est un terme que je connais pas, autant pour moi. Chemin de câble et couvercle, passage à niveau. Les exigences en économie circulaire atteignent-elles ce niveau? Alors, ça doit être quelqu'un de la maison, parce que pour utiliser les termes techniques comme ça, c'est quand même assez pointu. J'imagine. Donc oui, en fait, alors c'est quelque chose que j'ai pas présenté, mais on travaille beaucoup avec les achats et on a une division achat assez puissante puisqu'on on achète pour presque 18 milliards par an en France. Donc c'est des montants assez conséquents et donc on met des objectifs au niveau des achats pour essayer d'améliorer la finance durable de manière globale, donc pas juste au travers des financements, mais aussi vis-à-vis des achats. Donc on embarque nos fournisseurs sur des programmes RSE. On leur demande de se faire noter par EcoVadis avec des notations satisfaisantes. Et on l'a même traduit d'un point de vue financier en disant notre ligne de crédit avec nos banques, c'est une ligne de crédit revolver qu'on n'utilise pas mais qui est disponible en cas de besoin. Le prix varie en fonction de certains KPI. Et donc, un de ces KPI-là, c'était le pourcentage de fournisseurs qui étaient embarqués sur ce programme-là. On a explosé le KPI puisqu'on est à peu près à 60% maintenant de nos fournisseurs qui sont sur le programme-là. Et de ce que j'en connais, c'est non discriminant sur la typologie d'achat. C'est-à-dire que on vise tout, quoi. C'est pas juste les grosses œuvres ou les chantiers de réseau, mais tous les sujets annexes dont on a parlé. Alors, c'est pas annexes, mais des sujets importants, mais peut-être moins massifs en termes de montant, sont normalement soumis aux mêmes exigences et de RSE par rapport aux acheteurs, aux fournisseurs, pardon. Très bien. Eh bien, merci beaucoup Arnaud. Je crois que Grégoire avait apporté encore un complément à cette réponse. Donc, il est 13 heures, donc on a tenu le timing. Un grand merci pour la qualité de ce que tu nous as présenté et à Théophile qui orchestre tout ça. Merci aux participants et participantes parce que vous étiez plus d'une soixantaine aujourd'hui, donc merci. Et eh bien, la prochaine rencontre aura lieu en mars et sur le thème du vieillissement, il me semble, hein, je crois, c'est ça Théophile? Merci. Voilà, sachez que MPA est toujours à la recherche de cotisations. Donc, si jamais vous ne l'avez pas encore fait pour l'année 2025, on prolonge les bonnes résolutions à février aussi. Ça marche encore. Et je vous dis à très bientôt et un grand merci. Merci à vous. Au revoir.